Bonsoir tout le monde, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui mercredi, le 24 septembre. On est ravis de vous retrouver. Le plus, nouveau rendez-vous, nouvelle émission, épisode numéro 3, saison 1. Jamais 203 ? Oui, peut-être le 4 demain. Restez si on sait jamais, à n'importe quel moment l'émission peut dérailler. Nos invités, on vous les présente dans quelques minutes. Pour l'heure, l'actu de cette journée. Bonsoir Yann, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. À Grenoble, on a le vélo dans la peau. Je vous le disais d'ailleurs lundi avec l'enquête de la Fédération française des usagers de la bicyclette, la FUB, qui classait une nouvelle fois la capitale des Alpes au sens large, métro comprise, en tête de son baromètre des villes cyclables dans la catégorie de plus de 100 000 habitants. Mais pour certains, ce n'est pas assez. Ce mercredi matin à 8h, la DTC se déplaçait autrement. Parlons-y vélo et le petit vélo dans la tête avait lancé une invitation pour venir marquer les endroits dangereux du Courberia, à l'endroit même où devrait peut-être passer un jour une nouvelle chrono vélo, alors que les travaux ont encore été repoussés, sur fond de bisbilles entre la métropole et la mairie, mais ça, vous en avez l'habitude. Ce qu'on demande, c'est que la métropole n'attende pas les travaux définitifs pour venir aménager un axe cyclable et qu'elle mette en place avec la ville le plan de circulation qui était prévu, donc c'est-à-dire avec le Courberia à sens unique et une piste cyclable transitoire qui permettent de sécuriser les cyclistes dès maintenant en attendant les travaux complets. Il y a plein d'autres villes qui ont fait ça en France, et notamment Paris, qui a énormément progressé sur sa politique cyclable grâce à des aménagements de ce type. Et donc nous, on propose la même chose pour Grenoble. Le baromètre vélo, c'était une grande enquête faite par la FUB, la Fédération des usagères et usagers de la bicyclette. Tout un chacun pouvait venir noter le climat vélo de sa commune et identifier les points noirs les plus dangereux à vélo. Et il se trouve que le Courberia ressort comme un des principaux points noirs de la ville, où il y a beaucoup de personnes qui sont venues mettre un petit point rouge sur leur carte en ligne, en disant là j'aimerais que ce cours soit aménagé en priorité. Et donc on a voulu matérialiser pour montrer aux services de la ville, aux services de la métropole, mais aussi aux citoyens et citoyennes, que cette attente elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, et que donc on a représenté les points rouges sur le Courberia. Et pour enfoncer le clou, attention à ne pas crever quand même, une autre action est également prévue le lundi 6 octobre à 17h au même endroit. L'info positive du plus aujourd'hui à Grenoble, c'est la capitale des Alpes qui se classe selon l'INSEE parmi les villes les plus dynamiques d'Europe dans sa catégorie. On parle de Rouen, Alicante ou Édimbourg. L'Institut national des statistiques note un dynamisme marqué au niveau de l'emploi avec 137 propositions d'emploi pour 100 actifs occupés contre 125 pour les autres villes sondées. La population grenobloise est également plus jeune, 34% des habitants ont moins de 25 ans et plus diplômés, et le taux de mortalité y est plutôt faible. Son attractivité est surtout marquée par l'importance de son pôle scientifique, avec plusieurs entreprises et centres de recherche de pointe. La bobine au bout du fil. La dernière fois que l'on avait aperçu les lieux, c'était le 18 septembre, alors que le collectif du mouvement social avait décidé d'occuper les lieux du parc Paul Mistral, en recherche de repreneurs après un redressement judiciaire. Mais 2 dossiers de reprise auraient été déposés lundi et sont actuellement étudiés par la mairie, propriétaire des lieux. Du coup, elle a gentiment demandé aux manifestants de quitter les lieux et envisage même de les diriger vers un autre local plus disponible, mais pas de réponse pour l'instant. Permis de tuer, les éleveurs en zone de prédation décrochent le 0-0. Réuni mardi à Lyon, le groupe national loup a annoncé la simplification des tirs de défense. Plus besoin de demander une autorisation de la préfecture et d'assurer avoir rempli les autres mesures de protection avant de tuer un loup. C'est la conséquence directe de la décision de l'Europe au printemps de faire passer le loup d'espèce strictement protégée à simplement protégé. Les associations environnementales ont préféré boycotter le rendez-vous hier. Actuellement, il y aurait environ 1 millier de loups présents dans 79 départements, dont l'Isère. Record battu, 8,24 mètres de long et 45 000 pièces, le plus long Titanic en Lego du monde, et vient d'être réalisé par l'association Grenobrix. Un exploit qui a nécessité les petites mains et les gros cerveaux d'une dizaine d'affols, c'est comme ça qu'on appelle les adultes fans de Lego. Ils attendent maintenant la venue de l'huissier du Guinness Book qui inscrira leur défi dans la postérité. Vous pourrez vous aussi découvrir cette pièce unique lors de l'expo prévue à l'espace Jean-Yves Poirier du Fontanil-Cornillon les 11 et 12 octobre. On n'est pas très loin du Titanic aussi. C'est bon, faut arrêter avec eux. Ça ah ouais, suffit. mais j'ai pas pu résister.
Du côté du GF38, nouvelle défaite mardi soir pour les footballeurs grenoblois qui se sont inclinés au Mans 1-0, alors qu'ils ont même joué à 11 contre 10 une partie de la rencontre, ce qui ne fait pas les affaires du club, ni des supporters qui se déchaînent sur les réseaux sociaux et ils sont bien plus méchants que moi. Grenoble est actuellement 17e du classement de Ligue 2 et tentera de se refaire vendredi en accueillant le 18e, comme quoi il y en a des plus mauvais, Bastia. Non, ça sent le pâté cette affaire quand même. Au Mans, ouais. Les Brûleurs de Loup, eux, ont enregistré leur première victoire à l'extérieur dans cette nouvelle saison de Ligue Magnus. Face au Gothique d'Amiens, les Grenoblois n'ont pas fait de détails en marquant 6 buts contre 2 pour leurs adversaires. De quoi faire penser que la défaite à Angers n'était finalement qu'un accident. Grenoble est pour l'instant 3e au classement derrière Rouen et Angers qui est leader quand même. Bon, j'espère que les nouvelles pour demain seront plus rayonnantes, plus joyeuses que ces scores assez compliqués, notamment de nos amis bleus et blancs. Météo pour la journée de jeudi. Déco38, entreprise grenobloise familiale spécialisée dans l'aménagement, la rénovation et la décoration de vos intérieurs, vous présente la météo. Meilleur qu'aujourd'hui pour demain, on continue Yann, toujours dans la défaite. Tu vas pouvoir ressortir les mêmes pictos que depuis le début de la semaine. Jeudi matin, nuage, c'est ça le temps serait très nuageux en pleine et moyenne montagne, tandis que le ciel sera dégagé à plus haute altitude avec une mer de nuages. Ça va être beau vers 2000-2500 mètres. Ça serait sympa d'aller enregistrer un petit peu en altitude. Il y aura un peu de pluie ou pas demain, on passe au travers? Sous la mer de nuages, une légère bruine est possible, notamment près du relief, où il floconnera dès 1800-2000 mètres. J'adore ce verbe. J'ai les flocons. Voilà, floconnera donc demain. Ouais. Quelle altitude? À 1800-2000 mètres. 1800. Bon, bah écoutez, ça va. Donc le Bourdoisan, le Loisan, on est OK pour... à l'Alpe d'Huez, mais tu vas voir qu'il fait froid. L'après-midi, le temps restera sec. La mer de nuages pourrait légèrement se déchirer pour laisser passer quelques éclaircies avant une nouvelle offensive nuageuse prévue en fin de journée. Les températures restent fraîches pour la saison. Au petit matin, 6 degrés à Saint-Étienne de Saint-Joire, 9 degrés à Grenoble. Et on y vient, -2. Faut descendre oui, alors encore. Pardon, je te fais comme ça, parce que je n'ai pas le négatif du coup. Donc ça, c'est un -2 pour demain. Voilà. Et l'après-midi, 14 degrés à Voiron comme à Pontchérat. Et puis une dizaine de degrés vers 1000 mètres. Bon, comme dirait Mamie Marie, mettez une laine pour demain. Voilà, moi, j'écoute tes précieux conseils. Je mets la laine, météo de retour et les infos également dans moins de 30 minutes sur Télé Grenoble. C'est reparti, épisode numéro 3, saison 1 du Plus, chaque jour sur Télé Grenoble. Vous retrouvez évidemment les émissions que vous aurez manquées en replay sur notre site internet télégrenoble.net, avec d'ailleurs le live de Mike et Ricky de Cinsemelia. On en a beaucoup parlé hier. C'est vrai que ça nous a mis en joie cette affaire. Contrairement à la météo qui est pas terrible. Je te laisse une demi-heure pour me revoir la météo, c'est pas possible autrement. On peut pas avoir et une défaite du GF38 et une météo négative à 1600. J'ai bien peur que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Bon, bah écoutez, bienvenue dans l'automne en tout cas. On va aujourd'hui, on va voyager. On va faire un voyage spatio-temporel. On va remonter dans les années 80, une décennie magique, faite de tubes colorés, de pop musique, mais pas que, vous me direz, pour avec des en messages parler. Importants aussi. Ouais, des messages et une jeunesse au fond de rock'n'roll qui se mobilise. On reçoit ce soir avec nous un docteur en anthropologie. Il a écrit un livre ultra documenté sur cette fameuse époque, années 80, au travers d'un groupe. Et pas n'importe quel groupe, le groupe Carte de Séjour avec Rachita. Nous recevons Philippe Anu. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci Philippe. d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau du Plus. Je disais les années 80, on a tous cette image des années 80 très colorée, très pop musique. L'IO, la fête, l'insouciance, les années fric même à un moment donné, portées haut et fort par Bernard Tapie. Alors, sans coquetterie aucune, vous aviez quel âge et vous l'avez vécu comment vous les années 80 ? Alors moi je suis adolescent au moment des années 80, donc j'ai des souvenirs d'émancipation, de rêverie collective, et puis effectivement un petit peu de désillusion parce qu'on commençait à parler de bof génération. Alors c'est des termes journalistiques, hein, mais qui disaient qu'on était la première génération post-68 un peu désespérée. C'était la fin du plein emploi, et peut-être effectivement en résonance, à côté... Il y avait aussi beaucoup d'entertainment joyeux, peut-être comme une réponse à cette mélancolie d'une société qui a abandonné ses idéaux. Une musique a priori joyeuse,
avec malgré tout un texte assez mélancolique. Je le disais tout à l'heure, Rachida, carte de séjour. Vous êtes là pour là ce soir. Je vous propose qu'on écoute un extrait de l'un de leurs tubes, évidemment, c'est Douce France. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, mon village, au clocher, aux maisons. C'était joyeux tout ça. Malgré tout, premier abord comme ça a l'air extrêmement joyeux. Il faut rappeler quand même que cette chanson qui a été interprétée d'abord par Charles Trenet, quand elle a été créée, c'était un petit peu, c'était même beaucoup en réaction par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. En effet, la composition de Trenet elle est composée pendant la période de l'occupation, donc une période très sombre de notre histoire. Et on peut supposer que Trenet a voulu magnifier une France d'avant, une France joyeuse et qui a l'empreinte de nostalgie. Et puis, alors c'est à la fois une idéalisation de la France d'avant l'occupation, puis en même temps probablement un petit désir de résistance à ce qu'on appelle les années sombres. Et Carte de séjour la reprend, mais de manière totalement détournée, carnavalesque. C'est pour ça que c'est pas simplement joyeux, c'est nous les enfants d'immigrés, désignés comme pas tout à fait d'ici, on va vous montrer, à partir de ce rapt, qu'on en est bien à notre façon. Et ils la travestissent. Vous êtes là justement pour ce livre, je le présente à l'image, il s'appelle Carte de séjour, un groupe rock dans la douce France des années 80, aux éditions Le Mot et le Reste. Il vient d'où alors finalement ce Carte de séjour? Pourquoi ce groupe s'est nommé Carte de séjour? Alors, il y a plusieurs récits des origines. Le premier, c'est qu'au départ, ils voulaient s'appeler les Strangers, parce qu'ils sont majoritairement des enfants de l'immigration postcoloniale. Donc les deux frères Amini, qui sont les fondateurs du groupe, sont des enfants d'immigrés marocains. Rachida, lui, est fils d'Algériens. Et ils grandissent en banlieue lyonnaise. Et puis ils sont rejoints par d'autres copains, dont certains viennent de la Caraïbe. Il y a un Martiniquais, il y aura aussi des fils d'immigrés espagnols, etc., etc. Donc la problématique d'être enfant d'étrangers et désigné comme étranger, alors, à l'époque on disait pas racisé, fait d'eux des individus un petit peu mis à l'écart, mis au banc de la société. Et puis par ailleurs, certains d'entre eux ont réellement un titre de séjour temporaire qui est ce qu'on appelait effectivement la carte de séjour. Donc c'est pour eux un document identificatoire. Et puis le choix du groupe, du nom, c'est aussi lié parce qu'ils sont très connectés au monde anglo-saxon. Et en Angleterre, à la fin des années 70, il y a un groupe émergent qui s'appelle, alors nous, adolescents français, on les appelait UB40. Et en fait, c'est UB40. Ils sont de Birmingham. Et à Birmingham, ce qui les relie, ce sont des Yéménites. Caribéens. On a une communauté caribéenne très très présente. Effectivement. Ouais. Et puis, Unemployment Benefit 40, donc ça veut dire la fiche de demandeurs d'emploi. Et c'est ce qui les reliait toutes et tous, finalement. C'est-à-dire des artistes qui vivaient du chômage. Et un copain des musiciens lyonnais leur dit et si vous choisissiez quelque chose qui vous définisse finalement Et Mohamed Amini fait tomber sa carte de séjour, tiens, on va s'appeler comme ça. Et c'est un titre assez formidable. Vous êtes anthropologue, coordinateur de l'Ethnopole Migration Frontières Mémoire au Centre du patrimoine arménien de Valence. Ça consiste en quoi, en fait, votre métier, plus simplement? Alors, moi, effectivement, je suis chercheur. Je mets en relation les mondes de la recherche en sciences sociales sur la thématique des migrations. Notre ethnopole s'appelle Migration Frontières Mémoire, avec la société civile, comme on dit, donc aussi bien ça peut être le monde associatif, ça peut être des commandes publiques, d'alimenter des expositions. Moi, je suis sur un poste régional, donc je peux aussi bien travailler avec des collègues grenoblois, lyonnais, Annecy également. Et puis, même en milieu rural, il nous arrive d'intervenir dans le territoire du Vercors, par exemple. Et l'idée de l'ethnopole, c'est de peut-être remettre en question un certain nombre d'idées reçues sur la question des migrations, sujet ô combien polémique, d'une actualité brûlante, et puis de sortir effectivement de certaines ornières que certaines formes d'instrumentalisation politicienne tendent à réduire à un problème de société. Et finalement, le travail sur carte de séjour, le sujet est tout trouvé finalement. Évidemment, la musique, c'est aussi de l'interculturalité dynamique, féconde, et que les cultures sont aussi amenées à se rencontrer et à s'interpénétrer. Philippe, vous habitez en Isère, vous travaillez dans la Drôme, le groupe, lui, est originaire de Lyon. Finalement, c'est ici que ça se passe, et depuis fort longtemps maintenant. Oui, évidemment, à Grenoble. D'ailleurs, une petite anecdote concernant Rachida à Grenoble que je résiste pas au plaisir de vous faire partager. Lors d'un des derniers concerts, alors de Rachid solo, c'était plus le groupe, à la Source à Fontaine en 2013, il est interpellé. Dans votre livre, il est interpellé par une auditrice du public
et qui s'exprime en langue arabe. Et Rachid dit « Je comprends rien à ce que tu dis ». Alors, il fait semblant de ne pas comprendre, évidemment. Puis il dit « Ah, les Arabes de Grenoble, vous avez un accent pourri. » Chkoun. Alors, la jeune femme dit « Je ne suis pas de Grenoble, je suis des Chirolles. »« Ah, les Chirolles, c'est pire. » Tout s'explique. Et là, il y a toute la diatribe. Et Rachid, avec beaucoup de subtilité, conclut l'échange « Je suis un alphabète bilingue. » Et c'est vrai que ce que ne montre pas la chanson Douce France, c'est qu'il chante dans une langue totalement hybride, qui est une langue bricolée, qui est faite, alors de la darja, je ne suis pas arabophone, hein, donc je m'appuie sur des travaux très savants des linguistes. La darja, donc c'est les parlers populaires algérois ou de la région d'Oran. Oui, même marocain également. Et donc c'est arabe populaire à vocation essentiellement orale, matinée de mots, alors d'un français populaire, d'argot lyonnais également, et puis de mots anglais, hein, parce que c'est des rockers quand même. Donc tout ça fabrique une langue créolisée. Et cette langue, elle est totalement inaudible par un arabophone puriste. Donc et cette langue métisse, elle va séduire l'Europe entière. Et c'est ça qui est incroyable. Assez paradoxalement, quand bien même on ne comprend pas littéralement ce qu'ils nous racontent, on comprend tout de ce qu'ils nous disent. À travers le langage du corps, la joie. Et il y a la musique qui sert beaucoup, effectivement, ce message. Et ces fortes influences anglo-saxonnes années 80 y ont joué pour beaucoup. Rachida, qui est le leader du groupe, c'est vrai qu'il y a toute une gestuelle sur scène, il y a un look, il y a une chose quand même qui donne envie de s'attacher à un message qui lui est plus profond. Et dans l'histoire de la musique moderne française et pop rock française, c'est peut-être un des seuls groupes qui a réussi cet exploit-là. Ouais, en effet. Bon, alors Rachid, il est dès son adolescence animé complètement par la figure de James Brown, hein, qui est pour lui une personnalité culte. Donc effectivement, sur scène, il devient un persona. Hein, c'est-à-dire que ce n'est plus le Rachid qui lui peut être timide dans la vie de tous les jours, qui devient vraiment une bête de scène. Et en l'occurrence, effectivement, il a un rapport il a un magnétisme assez incroyable. Et ce groupe a conquis vraiment l'ensemble des scènes européennes. Hein. Ils ont été programmés dans les meilleures salles d'avant-garde à Berlin, à Barcelone, à Bologne, etc. Alors, c'est vrai qu'on parle très souvent de Rachida, mais le groupe Quart de Séjour, c'était un groupe extrêmement branché de la période post-punk qui a vraiment explosé en Europe. Même, je pense, bien au-delà de la France, finalement, le succès de Quart de Séjour, il est beaucoup plus européen, finalement, que français. Oui, parce qu'en France, on les a enfermés dans le mouvement Beurre, donc cette militance de la jeunesse des enfants de l'immigration liés à l'antiracisme des années 80, alors qu'en Europe, ils sont perçus comme un symbole d'une certaine idée de la France cosmopolite. Et les musiciens anglo-saxons, alors, par exemple, un fameux DJ londonien qui est John Peel sur la BBC, dès 1982, alors que le groupe vient juste de produire son premier maxi 45 tours, les reçoit comme d'autres créateurs de génie qui disent quelque chose de l'esprit français. Et ça, c'est assez formidable. Vous parliez tout à l'heure de ce langage hybride, le roro. Ouais. On va écouter un petit extrait. La roromanie, qui a un titre effectivement qui explique ce qu'est le roro, le mouvement roro, le langage qui va avec. Tout est dedans finalement dans ce titre. Et puis la roromanie, c'est la désinvolture. C'est ça aussi. Hein, c'est faire la danse. Même si au départ, l'entrée dans la chanson est assez dure, hein, parce que ils reprennent le sens commun, ce qu'on dit dans les bistrots, des roros, il y en a trop. Donc sous-entendu des Arabes, il y en a trop. Les calouches, les noirs, hein, ou les blacks, c'est selon. C'est louche. Donc sous-entendu, les immigrés, c'est la magouille. Et à partir du stigmate qui les désigne comme des Français des marges, ils renversent le stigmate, ils en font un hymne joyeux, la roromanie, la danse d'aujourd'hui. Vous êtes entré en immersion au travers de ce livre dans l'esprit rock des années 80. Je vous propose qu'on continue à échanger, si vous voulez bien, sur le sujet dans quelques secondes. Est-ce que vous connaissez le monde de la pêche ? Tout petit peu. C'est un autre monde, le monde de la pêche, lui aussi qui a ses codes, qui a ses looks, qui a son environnement. Laissez-nous vous présenter les nouveaux rendez-vous de Télé Grenoble. Ça s'appelle les Globes Pêcheurs et c'est à découvrir très prochainement. Regardez. Rentre. Vite. Ferme, tu peux fermer. Oui. En à peine 10 minutes, la visibilité devient quasi nulle. Mais la tempête... Ça fait partie des nouveaux rendez-vous de Télé Grenoble, les Globes Pêcheurs. Vous découvrirez ça donc demain après-midi, 4h, voilà. Des univers qui se mélangent, qui se croisent, qui se rencontrent peut-être. Et ça sera l'occasion de parler de plusieurs univers, puisque je crois que vous êtes en rencontre dédicace lecteur sur Grenoble demain, c'est ça ? C'est ça, la librairie Les Modernes, avec Gaëlle Partouche, qui elle-même est une fan absolue de musique rock et autres dérivés. Alors on parlera que de rock, on parlera aussi anthropologie, on parlera de tous les univers qui vous entourent. Oui, parce qu'en fait c'est ça le problème de Carte de Séjour.
Séjour, c'est que c'est un groupe qui est totalement au rendez-vous de l'histoire de la France des années 80 à nos jours. En définitive, il pose la question d'une société interculturelle, qu'est-ce que ça signifie? Il pose la question du métissage, il pose la question de la mobilisation des sans-voix, c'est-à-dire les acteurs subalternes, on pourrait dire, qui font entendre leur voix dans un contexte de crise sociale qui est la nôtre aujourd'hui. C'est pas inintéressant de revenir sur ces questions-là. De l'accès à la prise de parole publique pour des enfants d'immigrés. Et puis, il y a aussi tous les enjeux liés effectivement à la pratique musicale dans toute sa complexité et son devenir. Parce qu'on n'est pas nostalgique de cette époque-là, loin de là. L'idée, c'est aussi de voir si aujourd'hui, il y a de nouveaux protagonistes sur la scène des musiques actuelles qui peuvent revendiquer cet héritage. Alors, on vient de voir quelques images de l'exposition 12 France qui avait été proposée à Grenoble en avril 2023 et qui donnait notamment une part importante à la carte de séjour. En effet. On disait une époque pas très joyeuse. Malgré tout, il faut quand même y revenir. Les mouvements sociaux des années 80, cette jeunesse issue de l'immigration des différentes banlieues, et notamment banlieue lyonnaise, SOS Avenir Minguette, ce fameux film que je vous invite à découvrir si ce n'est pas le cas, qui avait été, je crois, produit par Jamel Debbouze sur cette fameuse marche des fiertés, suite à l'agression assez violente, je crois, du président d'SOS Avenir Minguette qui avait été... frappé, touché. On n'a jamais su concrètement, réellement, ce qui s'était passé lors de cette soirée. Oui, blessé par balle également, et puis mordu par un chien. Donc c'est vrai qu'il y a eu des altercations très violentes avec certains agents de police de la ville de Vénissieux. Et c'était récurrent, c'est-à-dire que c'est à partir de l'aube des années 1980, dans ce qu'on appelle les banlieues est de Lyon, il y a aussi la mise en visibilité médiatique de ce qu'on a appelé les rodéos des Minguettes. Donc de 1980 à 1984, Vénissieux est au cœur de l'actualité hexagonale. Et à partir de là, donc ces jeunes qui sont aussi en relation avec des éducateurs, avec des prêtres également, comme Christian Delorme, qui a des protagonistes. Qui a porté le projet, effectivement, cette fameuse marche. Principaux de la marche de 83. Ont décidé de résister à la violence, de ne pas se livrer à une opposition frontale à l'autorité sécuritaire et de répondre par une marche civique, dans l'héritage des grandes marches, telles que celle de Martin Luther King aux États-Unis, pour faire entendre leur voix dans l'espace public. Et c'est vrai que Carte Séjour va être compagnon de route de la marche. Il y a une application réelle de Carte de Séjour sur cette marche. Alors oui, ils jouent dans le concert de clôture de la marche à Montparnasse, à Paris, et ils interprètent d'ailleurs une chanson qu'on pourrait qualifier de la marche du jeune immigré assassiné, qui est un blues en fait. Enfin, le rythme est une valse. Et c'est la première fois de sa vie, peut-être la seule, que Rachid Taha est pas du tout en position d'amuseur public. Sur scène, il est très digne, très mélancolique, et il se contente de dire les noms des personnes assassinées en France, soit pour des raisons de crimes racistes ou de crimes sécuritaires, des années 78 aux années 83. Et ce sera certainement une des seules fois où on aura vu Rachid Taha... habité par le tragique, ouais, en effet. Et on pourrait considérer que cette chanson qui s'appelle Nard, le feu, en quelque sorte, est vraiment la version sombre, tragique et mélancolique de Carte de Séjour, tandis que Douce France est la version plutôt mythique, qu'on a qualifié d'intégration réussie, même moi si je discute le vocable. Mais c'est vrai que ce moment-là est très très fort. Alors, ils ne s'impliquent pas plus que ça dans la marche parce qu'ils sont en train d'enregistrer leur album à Rennes, le fameux Roromanie, et donc ils arrivent à la fin de la marche. Rennes qui à l'époque était une capitale pop. Oui, c'est Étienne Dao, Marquis de Sade, etc. Ça montre quand même que Rachid Taha et tout son groupe avaient conscience de faire de la politique, du rock et de la politique. Évidemment. Alors, ils ne se définissent pas comme artistes engagés, mais ils sont fondamentalement politiques. Et ce qui est important de rappeler, parce que je pense que là, il y a un groupe de garçons, mais derrière, ils ont des amies filles, et ce sont elles leurs muses. On est dans l'univers de la militance lyonnaise, mais il se passe la même chose à Grenoble, où les jeunes femmes Alors, les filles des travailleurs immigrés accèdent plus que les garçons au banc de l'université. Elles sont formées en sociologie, en anthropologie, en sciences sociales. Et elles revendiquent davantage par l'écrit. Et elles vont être celles qui vont titiller les musiciens pour qu'ils restent aussi connectés aux luttes de la jeunesse immigrée de cette époque-là. Si vous voulez bien, on parle d'un phénomène de scène, un phénomène peut-être même de plateau télé, je crois. Alors la télévision a joué un grand rôle évidemment dans l'avènement de Carte de Séjour, mais comme dans les années 80 de beaucoup d'artistes. Ils ont notamment été invités à l'émission Droit de réponse en avril 1982. C'est le fameux moment où on jetait les cendriers, c'est ça? Tu crois pas si bien dire, on va regarder un petit extrait. Alors le type, il écoute la cassette pendant, je sais pas moi, 10 secondes, et dit qu'il a écouté tout le truc. Tiens, j'ai pas apporté... Il bouffait des bonbons, des chewing-gums et tout, et à la fin de la cassette, il dit « Ah, c'est bien dommage,
le type qui s'occupe de la musique folklorique, il est pas là. Alors, C'est trop beau ça. bon alors. Arrête-toi. Envoyez le générique de fin et je vais vous faire écouter une chanson que j'aime beaucoup qui est un tube. Cette chanson, c'est une chanson de Fiacon Lobo. Alors, regarde ce qu'il a fait. Non, laissez-le là. Autre temps d'émission C'est les télé. Alors non, moi c'est pas l'émission de télé qui me dérange, c'est les propos de la Maison 10 dans les années 80 qui reçoit un groupe émergent et qui a manifestement plein de talent et qui s'entend dire la dame qui s'occupe du folklore n'est pas là aujourd'hui. Oui, ça c'est terrible comme violence symbolique. Heureusement, c'est le paradoxe carte de séjour, c'est que c'est le monde anglo-saxon qui va la légitimer en premier. Donc je parlais de John Peel à la BBC, et puis il y a le groupe mythique de Clash, hein, les Londoniens. Alors le légendaire historique tend à dire que un des hits des Clash, Rock the Casbah, aurait été inspiré de la cassette. La proto-cassette que Carte de séjour aurait remis à Joe Strummer. Et alors, c'est plausible, hein, parce qu'en octobre 80, les musiciens lyonnais, qui n'ont toujours pas de maison de disques, font font leur autopromotion, circulent. À Paris, ils croisent les Clash dans les couloirs d'une émission de radio. Rachid aurait remis la cassette à Joe Strummer ou Mick Jones, peu importe. Alors, ce qui est très troublant, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé après. En revanche, une chanteuse de soul britannique, Carmel, alors, qui a un petit peu disparu des radars, mais qui était très à la mode. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé dans les années 80. Et Carmel dit, dans une émission de télé en 87, que effectivement, dans le milieu branché londonien, la cassette de Carte de séjour circulait. Pourquoi elle circulait ? Parce que c'était bon, tout simplement. C'était de la bonne musique. Et alors qu'en France, on les enferme dans la musique folklorique maghrébine. C'était terrible. Rachida a essuyé effectivement sur voilà. D'autres artistes ont suivi derrière. On l'a beaucoup entendu dans le milieu du rap également. Il y a eu beaucoup de difficultés à s'intégrer entre guillemets. Et la musique aura mis le temps. L'industrie française en tout cas aura pris le temps de les intégrer. Je remets encore mes grands guillemets dessus. On a beaucoup parlé de Rachida, mais c'est vrai que vous venez aujourd'hui pour Carte de séjour. C'est l'histoire d'un collectif. Tout à fait. Alors c'est important. Moi j'ai fait du rock en amateur dans mon enfance. Dans les montagnes du Jura. Et c'est vrai que c'est un rêve de copain. Hein. C'est s'auto-émanciper, se sortir de l'aliénation. Alors eux, en plus, c'est des ouvriers, hein, ils travaillent, ils sont intérimaires. Le principe d'espérance, c'est... En plus, on est dans les années du début du chômage de masse, donc faire des petits jobs, des petits boulots, la délinquance, alors ce qu'on pourrait appeler les illégalismes des jeunes de banlieue. Et d'un coup, la musique va être leur principal semence et leur sortir de l'aliénation de la vie dans les grands ensembles populaires. Et ils rêvent de devenir... des Rolling Stones, Keith Richards, les Clash, etc., etc. Et effectivement, ils vont y arriver. Ah, et ça, c'est une belle aventure collective. Et c'est aussi une manière de rappeler que, bon, effectivement, il y a toujours dans la création artistique un individu qui émerge, mais que souvent, c'est aussi une chaîne de coopération horizontale. Hein. Il y a aussi les ingés du son, l'équipe qui travaille sur les pochettes de disques, etc. Leur premier label, c'est un tout petit label lyonnais. Et que de ce fait, c'est vraiment une aventure collective. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage. Toute la dynamique de mobilisation derrière le groupe. C'est l'anthropologue ou c'est l'ado des années 80 qui parle ce soir? Alors, c'est étonnant. Cette question est très pertinente. J'ai eu un problème d'écriture dans ce livre. J'ai eu du mal à trouver mon bon positionnement. Moi, j'ai pas voulu écrire un livre pour mes pairs. J'ai fait des publics scientifiques sur le sujet. L'idée, c'était de trouver une forme d'écriture qui, à la fois, assume mes propres affects. Effectivement, j'ai été fan de ce groupe et j'aime les musiques rock. Et donc, je me mets dans la position de quelqu'un qui projette des représentations sur ces musiciens. Après, c'est devenu un peu des copains, parce que moi, j'ai travaillé pendant 10 ans sur ce projet éditorial avec eux. C'était pas facile, parce qu'il y a beaucoup de blessures narcissiques. Et puis, donc, on a fait œuvre commune. Et l'idée, c'était de faire en sorte qu'ils s'y retrouvent. Alors, ils n'ont pas relu l'intégralité du manuscrit, mais moi, j'ai essayé de faire entendre leur voix de manière la plus honnête possible. Donc, c'est un bouquin hybride, à la fois sciences sociales, fan de rock. Et puis, la maison d'édition, Le Mot et le Reste, c'est vraiment une maison d'édition passionnée par les mondes de la musique. Et vous avez été en lien avec les proches, la famille peut-être de Rachida, qui est le seul membre qui n'est plus aujourd'hui. Évidemment, j'ai interviewé Rachid à la source à Fontaine. Alors bon, c'était après un concert, c'était pas un moment idéal pour qu'il évoque son intimité. Mais néanmoins, il m'a dit des choses assez intéressantes. 40 ans après, aujourd'hui, les problèmes évoqués dans ces chansons n'ont pas forcément disparu. Il est évident que vu le contexte, alors c'est très compliqué parce que le contexte macro-mondial de retour des identités de ciment, du pur et de l'impur, du monde binaire, hein, on est dedans, on est dehors, on est avec nous, on est contre nous, toutes les formes d'hybridation sont un petit peu sur la sellette. Néanmoins, je trouve que leur expérience
Et ça, c'est porteur d'un principe espérance pour la jeunesse d'aujourd'hui. C'est-à-dire des jeunes qui étaient destinés à devenir des ouvriers intérimaires ont réussi à produire une œuvre artistique de renommée mondiale. Et moi, je me dis effectivement que les jeunes rappeuses et rappeurs en France, ou d'autres styles musicaux, d'ailleurs un peu importe, ou dans l'électro, c'est encore possible. Et qu'on habite à Fontaine-Chirol-Sassenage ou à la Villeneuve, que c'est aussi... Vivez, exprimez-vous, créez, partagez, faites-le de manière collective. À un moment donné, il va se passer des choses intéressantes. On rappelle que vous êtes en rencontre demain sur Grenoble. Voilà, à 19h au Moderne, avec Gaël Partouche. Et on y sera. Moi, ça a été passionnant. Voilà. C'était passionnant. Bon. Voilà, merci on a hâte. Quand est-ce que vous écrivez un nouveau livre sur un autre groupe où vous allez le digérer un peu? Il y a un livre, un truc sur Sensei sur comment il s'appelle, Amazir, sur Amazir, Gnawa Diffusion. Là, il y aurait sur la Gnawa, il y a aussi des choses à raconter. Ah bah ouais. On vous reçoit prochainement alors sur la Gnawa. C'est le petit frère. On vous recevra pour la Gnawa. Ouais. Merci Philippe. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Donc on s'en dédicace demain du côté. Du côté de la place Championnet au Moderne, c'est rue de Turenne avec Gaël Partouche qui a toujours des super propositions. Je le remonte quand même une dernière fois. Il est disponible. Carte de séjour, un gros rock dans la douce France des années 80. Allez vite le chercher. On accueille nos prochains invités dans quelques minutes. Musique rock, tenue, fringues qui va avec, perfecto. T'as été mode perfecto? Il y en a pour tous les goûts. T'as été mode perfecto dans les années 80-90? Pas trop, parce que j'avais pas les moyens de m'acheter un perfecto dans les années 80, mais peut-être que chez notre invité, on pourrait trouver des bonnes affaires. Oui, on va dans une friperie dans quelques minutes. Et puis, si vous avez des appareils, je ne sais pas, pourquoi pas un tourne-disque ou un lecteur cassette dans le placard que vous voulez restaurer, nos invités vont vous donner un petit coup de main après les infos. Eh oui, c'est l'actu du plus. Le retour à l'heure et à la demie à Grenoble. On a le vélo dans la peau, pas tout le monde. Mais bon, je vous le disais lundi avec l'enquête de la Fédération française des usagers de la bicyclette, la FUB, qui classait une nouvelle fois la capitale des Alpes au sens large, métro comprise, dans la catégorie, même en tête de son baromètre des villes cyclables, dans la catégorie des villes de plus de 100 000 habitants. Pour certains, c'est pas assez. Ce mercredi matin, à 8h, Dépôtron Minet, la DTC se déplaçait autrement. Parlons-y vélo. Les petits vélos dans la tête avaient lancé une invitation pour venir marquer les endroits dangereux du cours Beria. Il y en a encore quand on passe le cours Jean Jaurès, à l'endroit même où devrait peut-être passer un jour la chrono-vélo. Les travaux ont été repoussés sur fond de bisbille entre la métro et la mairie, mais ça, vous en avez l'habitude. Ce qu'on demande, c'est que la métropole n'attende pas les travaux définitifs pour venir aménager un axe cyclable et qu'elle mette en place avec la ville le plan de circulation qui était prévu, donc c'est-à-dire avec le cours Beria à sens unique et une piste cyclable transitoire qui permet de sécuriser les cyclistes dès maintenant en attendant les travaux complets. Il y a plein d'autres villes qui ont fait ça en France, et notamment Paris, qui a énormément progressé sur sa politique cyclable grâce à des aménagements de ce type. Et donc nous, on propose la même chose pour Grenoble. Le baromètre vélo, c'était une grande enquête faite par la FUB, la Fédération des usagères et usagers de la bicyclette. Tout un chacun pouvait venir noter le climat vélo de sa commune et identifier les points noirs les plus dangereux à vélo. Et il se trouve que le cours Beria ressort comme un des principaux points noirs de la ville, où il y a beaucoup de personnes qui sont venues mettre un petit point rouge sur leur carte en ligne en disant là j'aimerais que ce cours soit aménagé en priorité. Et donc on a voulu matérialiser pour montrer aux services de la ville, aux services de la métropole, mais aussi aux citoyens et citoyennes que cette attente elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et que donc on a représenté les points rouges sur le cours Beria. Et une autre action est également prévue le lundi 6 octobre à 17h au même endroit. L'info positive du jour, c'est Grenoble qui se classe parmi les villes les plus dynamiques d'Europe dans sa catégorie, selon l'INSEE, une catégorie qui comprend notamment Rouen, Alicante ou Édimbourg. L'Institut national des statistiques note un dynamisme marqué au niveau de l'emploi. 137 propositions d'emploi pour 100 actifs occupés, c'est 125 pour les autres villes sondées. La population grenobloise est également plus jeune, 34% des habitants ont moins de 25 ans, plus diplômés et le taux de mortalité y est plutôt faible. Si vous ne voulez pas mourir tout de suite, venez à Grenoble. Son attractivité est surtout marquée par l'importance de son pôle scientifique avec plusieurs entreprises et évidemment des centres de recherche de pointe.
La bobine au bout du fil. La dernière fois que l'on avait aperçu les lieux, c'était le 18 septembre, alors que le collectif du mouvement social avait décidé d'occuper la bobine. La bobine en recherche de repreneurs après un redressement judiciaire. 2 dossiers de reprise auraient été déposés lundi. Ils sont étudiés actuellement par la mairie, qui est propriétaire des lieux. Et du coup, la mairie a gentiment demandé aux manifestants de quitter les lieux. Ça fait plus propre quand même. Et envisage même de les diriger vers un autre local, plus disponible. Mais pour l'instant, les manifestants n'ont pas encore répondu. C'est comme un permis de tuer. Les éleveurs en zone de prédation décrochent le 0-0. Réuni mardi à Lyon, le groupe national loup a annoncé la simplification des tirs de défense. Plus besoin donc de demander une autorisation préalable de la préfecture. Il fallait aussi remplir un formulaire qui demandait de prendre d'abord des mesures de protection avant de tuer le loup. Cette décision, c'est la conséquence directe de la décision de l'Europe au printemps de faire passer le loup d'espèces strictement protégées à protégé tout court. Les associations environnementales, elles, ont préféré boycotter le rendez-vous hier. Actuellement, il y aurait 1 millier de loups présents dans 79 départements, dont l'Isère. Record battu, 8,24 mètres de long, 45 000 pièces. Le plus long Titanic en Lego du monde vient d'être réalisé par l'association Grenobrix. Un exploit comme un autre qui a nécessité les petites mains et les gros cerveaux d'une dizaine d'affols. Et c'est comme ça qu'on appelle les adultes fans de Lego. J'en connais quelques-uns. Ouais. C'est la taille d'un camion, 8,24 m. C'est un camion. Rentre dans un camion, ouais. Très bien. Les affols attendent maintenant la venue de l'huissier du Guinness Book qui inscrira leur défi dans la postérité. Et vous aussi, vous allez pouvoir découvrir cette pièce lors de l'expo traditionnelle prévue au Fontanil Cornillon à l'espace Jean-Yves Poirier. C'est bientôt les 11 et 12 octobre. Et puis, on n'est pas loin du Titanic, aussi du côté du GF38 qui coule. Nouvelle défaite mardi soir pour les footballeurs grenoblois qui se sont inclinés, pas face à un iceberg, mais face au Mans, 1-0. Ils ont même joué à 11 contre 10 une partie de la rencontre, mais ça ne leur a pas suffi. Ça fait évidemment pas les affaires du club ni des supporters qui se déchaînent sur les réseaux sociaux et demandent des démissions en chaîne, notamment de l'entraîneur. Grenoble, actuellement 17e au classement de Ligue 2, tentera de se refaire vendredi en accueillant le 18e Bastia. Et puis les brûleurs de loups, eux, ont enregistré leur première victoire à l'extérieur dans cette nouvelle saison de Ligue Magnus. Face au Gothique d'Amiens, les Grenoblois n'ont pas fait de détails. Ils ont marqué 6 buts contre 2 pour leurs adversaires. De quoi faire penser que la défaite à Angers n'était qu'un accident. Mais Angers, c'est quand même le leader. Grenoble est pour l'instant 3e et 2e, c'est Rouen. Bien, l'actu des Grenoblois de tous vos clubs préférés à retrouver dès maintenant, télégrenoble.net. GEG, producteur et fournisseur d'énergie verte partout en France, vous présente la météo. La météo frileuse, même le jingle a un petit peu de mal ce soir, il a froid parce qu'il fait froid, ça y est. Il fait froid et puis il y a des nuages, surtout des nuages en plaine et en moyenne montagne. Pour avoir une trouée, il faudra aller au-dessus de 2000-2500 mètres, au-dessus de la mer de nuages. Une légère bruine sera quand même possible près du relief. On attend des flocons des 1800 à 2000 mètres pour un mois de septembre. C'est fraîchouille quand même. Ne cherche pas mes pictos, j'ai arrêté, j'en ai marre. Il fait pas beau, laisse tomber, on a bien compris. L'après-midi, le temps. L'après-midi, ça devrait être plus sec et la mer de nuages pourrait même se déchirer pour laisser passer quelques éclaircies, mais pas de bol, ça va repartir comme en 40 en fin de journée. Les températures, elles restent fraîches, on l'a dit, on le redit pour la saison, avec la petite laine, je t'avais dit hier. Petit matin, 6 degrés à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, et il va faire 9 degrés à Grenoble et moins 2 degrés à l'Alpe d'Huez. Là, c'est la doudoune qu'il faudra enfiler. L'après-midi, on attend 14 degrés à Voiron comme à Pontcharrat. Et puis, ce sera autour de 10 degrés à 1000 mètres. Bon, et bien écoute, on va changer de garde-robe. On va s'habiller à pas cher et à bien. C'est le plus qui continue. Le plus, tous les jours, votre nouveau rendez-vous sur Télé Grenoble. Nous sommes là, à vos côtés, pour vous accompagner. Celles et ceux qui font notre actu, celles et ceux qui se bougent pour Grenoble, pour notre département, ont leur place ici, chaque jour, sur Télé Grenoble. J'en profite d'ailleurs, si vous voulez participer à la prochaine émission, rien de plus simple, vous nous envoyez vos messages, télégrenoble.net. Dans quelques minutes, on réparera... Alors, ça tombe bien, j'ai cassé la cafetière pas plus tard qu'il y a 2 jours. Du bureau ? Non, la perso, la mienne, celle de 5h du matin, elle est morte, elle est rincée. On se fera aider dans quelques minutes avec nos amis du Repair Café. Et puis, alors, avant de réparer,
faisons-nous beau. Voilà, c'est la rentrée scolaire, c'est important d'avoir une nouvelle tenue. On accueille Angèle avec nous dans Gélo Friperie. Bonjour Angèle. Bonjour. Bienvenue à la maison. Merci à vous de m'avoir invité. Avec déjà, je peux le dire, une tenue, moi je trouve très sympathique, mais et pas commune. Oui, et ben du coup je suis habillée en Angelo Friperie aujourd'hui. Donc j'ai le haut, la jupe, les bottes. Voilà. Non, mais ça c'est simple. Si on lance un défi dans 5-10 minutes et qu'on vous demande de nous trouver une tenue pour un tout petit prix, on pourra le faire. Oui. Bon, bah restez avec nous dans quelques minutes, on refait votre garde-robe à pas cher avec Angelo Friperie, invité du jour donc dans ce nouveau plus. Je suis complètement perdu, je vais être très clair avec vous dans les fiches. Je suis subjugué par la tenue d'Angèle. Le mot friperie, Angèle, c'est cool, c'est un mot qui a l'air cool comme ça sonne bien, mais pour les jeunes générations... J'imagine qu'il y a des jeunes générations qui ne savent pas ce que c'est qu'une friperie, à l'heure des réseaux sociaux, d'Internet, des ventes en ligne, des grandes enseignes. Alors pour le coup, je pense que les jeunes générations sont plutôt au courant de ce que c'est justement. Enfin, moi, je vois un gros retour du coup de jeunes qui viennent s'habiller en friperie parce que c'est cool justement. C'est à la mode, c'est stylé d'avoir des pièces vintage. Et en fait, ça donne vraiment un style particulier. C'est unique. On a des pièces qui peuvent être vraiment uniques et même faites à la main parfois. Donc les jeunes, ils aiment bien. Ça vous vient d'où cette passion pour les vêtements de seconde main? C'est une histoire de famille? Ouais, c'est plus... ma maman, en fait, du coup, elle n'avait pas forcément beaucoup de moyens, donc on s'habillait beaucoup Emmaüs, en friperie. D'ailleurs, j'étais habillée avec 0 style quand j'étais petite. Faut pas dire ça. Chez vous, il y a du style. Non, mais oui, ça, moyen, pas moyen. De toute façon, on a tous été habillés avec des vêtements, des grands frères, des grands cousins. Je ressemblais un peu à rien. Et en fait, moi, j'ai toujours adoré, du coup, chercher la pépite, la pièce que je vais adorer, et même parfois trouver des pièces rares qu'on peut voir nulle part ailleurs et pas en rayon ni en magasin. Et qu'on voit là en ce moment à l'image, ça c'est votre boutique? Oui, ça c'est ma boutique du coup. Ouais. Qui se trouve sur les quais, c'est bien ça? Oui, du coup on est sur les quais Saint-Laurent, à droite de la Fontaine-au-Lion. Oui, mais surtout à 2 pas du vieux manoir. Voilà, ça c'est pour les anciennes générations comme moi. Vous connaissez le vieux manoir, vous connaissez forcément la friperie. C'est vrai. Alors, si on a choisi de vous inviter, c'est aussi parce que c'est la semaine européenne du développement durable, une semaine un petit peu à rallonge, parce qu'elle a commencé il y a une dizaine de jours, elle se poursuit encore pendant une semaine. Les magasins de fripe, alors, se sont multipliés à Grenoble. Alors, est-ce que ça a un lien avec le fait que Grenoble soit une ville étudiante? On en a parlé tout à l'heure dans le JT. Est-ce que vous avez choisi de vous spécialiser pour... vous faire votre place un petit peu, ou il y en a pour tout le monde finalement? En fait, non. Chez nous, il y en a vraiment pour tous les goûts, tout le monde. On n'a pas que du vintage, on a aussi des pièces plutôt actuelles, même des fois des collections de l'année passée. Et on a fait le choix de garder toutes les sortes de fripes pour avoir justement touché le plus de monde possible et avoir des prix qui sont relativement accessibles grâce aux dons, aux pièces que nous, on chine à part à la pièce. Du coup, grâce à ça, on peut avoir des prix assez bas et ça, c'est chouette. On vit dans une époque des algorithmes où les sites peuvent tout nous proposer. Enfin, c'est facile. Entre guillemets, pour des gens comme moi qui n'ont absolument pas de look, c'est facile de se fringuer. Malgré tout, c'est une nouvelle expérience de venir dans une friperie. Il y a le plaisir de trouver la pépite rare. On a des clients comme ça qui débarquent avec une idée en tête bien particulière. Alors, pas forcément, parce qu'en friperie, c'est compliqué d'avoir une idée en tête parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Il y a des repérages en amont. Mais il y a Vous voyez des gens passer, repasser, repasser. Qui regardent les vitrines, qui sont là, ils n'osent pas rentrer. Mais je pense que c'est plus l'aspect écologique aussi qui joue, pour le coup. Parce qu'en fait, ça permet d'éviter de racheter des vêtements qui vont potentiellement être jetés ou très peu portés. Oui. Là, du coup, on rachète des vêtements qui ont déjà été créés et on n'a pas besoin d'énergie pour en recréer de nouveaux. C'est ce côté-là aussi que les gens apprécient, je pense, dans la friperie. Bon, puis on le voit là sur les images en ce moment à l'écran, une grosse diversité des tenues, c'est vrai que... Ouais, il y a de tout. Et ce que les gens aiment bien, je pense, c'est que ce soit trié par taille et par style de vêtements. Parce que des fois, quand on rentre en friperie, c'est un peu le fouillis, on ne sait pas trop regarder, on ne connaît pas notre taille, c'est un peu compliqué. Et là, du coup, on a essayé de faire, de recréer un magasin classique, entre guillemets, mais avec des vêtements de seconde main. Avec une belle mise en valeur aussi. On essaye au maximum, ouais. Comme Emmaüs, est-ce que vous dites que les plateformes type Vinted vous font un peu de mal? Je pense. Ou est-ce que c'est complémentaire tout ça? Je pense que c'est un sac vertueux? Ça casse un peu le don. Ça casse le don, mais l'avantage, c'est que ce qu'on ne peut pas faire sur Vinted, c'est essayer. Et nous, on a des grandes cabines pour essayer. Et ça, c'est hyper important parce que quand on achète des vêtements de seconde main, il faut vraiment voir si ça nous va à notre morpho. Et après, Vinted, ça peut être bien pour les personnes qui ont besoin de vendre beaucoup de choses. Ouais. Et ça permet de faire un recyclage aussi. Bon, on recycle, on utilise des vêtements de seconde main
quasiment neuf. On l'a vu à l'écran à l'instant. Vous êtes très très investi effectivement dans l'idée d'en faire mieux pour notre planète. Vous allez dans les épiceries en vrac aussi? Épicerie en vrac. Bah, au max en vrai, hein, franchement, j'essaie au max de manger sainement. C'est grâce aussi, pour le coup, à mes parents qui m'ont toujours fait manger des légumes, des fruits, des choses bio. Donc je sais pas, en fait notre corps c'est un peu c'est la base de la chose, donc si on mange bien... parlons-en du corps justement, il en a un corps, un garçon qu'on ne vous présente plus, vous le retrouverez régulièrement le soir dans le Plus, il s'appelle Alex, et Alex, on lui a lancé le défi d'aller dans une épicerie en vrac, c'était une grande première, regardez. On s'attache à être une épicerie de proximité en proposant des produits locaux, disponibles en vrac, de qualité, et avec à la base le souci de bien rémunérer le travail des producteurs et des productrices avec qui on travaille. On a envie d'avoir toujours un étal fourni avec des produits locaux et de saison. Donc c'est des producteurs qui vont nous livrer au quotidien devant le magasin et avec qui on travaille depuis bientôt aujourd'hui 9 ans, depuis l'ouverture de la boutique ici. Et voilà. Donc l'autre partie importante du magasin, ça va être tout le non alimentaire. On va avoir tout un rayon de produits ménagers en liquide. Donc là encore, les gens peuvent venir avec leurs propres flacons. Et on va avoir un grand rayon d'épicerie sèche. Par exemple, on travaille avec une productrice qui s'appelle Alice qui bosse sur ses pâtes à 500 mètres d'ici, rue Thiers à Grenoble. On propose tous ces produits en vrac. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des silos où les gens peuvent se servir avec leurs propres sachets, leurs sacs réutilisables, leurs bocaux. Du coup, Mathias, j'ai fait mes petites courses. Hop, les petites tortellini. Ça, c'est un très bon choix, ça. Donc là, tu as un panier pour 7,49 € au total. T'es content? Ouais, très content, très content. J'ai très hâte de manger les tortellini. Merci, au revoir. Oui, comme le disait Alex Rantagne, il a très 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 hâte. Ouais, il les a mangés pour le coup. On aurait bien voulu vous les montrer, mais il n'y en a plus. Les sacs étaient vides quand il est revenu de cette épicerie en vrac. On t'a lancé un défi il y a quelques minutes. L'idée, c'était de nous concocter une tenue, alors du coup... Pas pour moi, plutôt pour Marie, visiblement. Pour moi. Oui, j'ai arrêté le talon. À un petit budget. Alors avant de dévoiler la tenue, on est sur un budget dans le commerce dit classique, traditionnel. Ouais. On en est pour combien là? Là, j'ai totalisé 50 €. Ça, c'est chez toi? Ouais, c'est chez moi. Et dans un commerce traditionnel? Je pense que c'est minimum 3 fois plus cher. 2 à 3 fois plus cher. Alors qu'est-ce que tu nous proposes pour 50 € dans ta boutique? Du coup, j'ai pris une tenue assez simple parce que je me dis comme ça plaît un peu à tout le monde. Donc on a des petits escarpins vintage en cuir. Voilà. C'est du 37 à 10 €, c'est du 38 je crois. Ça on mettra du journal au bout. Ouais. 36. Du coup, on a un petit pull tout doux en mohair de la marque. De la marque qui produit à beaucoup. 10 €. Voilà. Ensuite, on a un petit t-shirt un peu kitsch, mais je trouve qu'il est quand même mignon parce que c'est. Mais non, Céline trop Dion, bien pour aller Très bien, Céline, pour I'm aller au Vieux alive. Manoir. Exactement. Allez, pour aller au Vieux Manoir. Là, je vais plus au Georges, là, pour le coup, avec ce t-shirt au Vieux Manoir. C'est vrai, du coup, tu pourras le mettre. Mais oui, j'arrive ce week-end. Ouais, très bien. Pour 10 € également, on a aussi la petite ceinture qui pourrait aller avec le doré de Céline Dion. Tu vois, je te vois bien avec la petite ceinture dorée, moi. Oui, mais pas que, quand même. Non. Donc, Ne me crée pas des problèmes, je rentre. Très bien, la ceinture, super. Le petit t-shirt Céline Dion, je pense qu'il va repartir. C'est vrai, avec plaisir. Et du coup, on a le petit jean, là, je sais pas si on va bien voir. Très sympa. C'est un taille mom, c'est à la mode. Ouais, c'est moi. Voilà. Et donc là, pour cette tenue complète avec les accessoires, on en a pour 50 €. Il y a le sac aussi. Et le sac. Le sac avec. Il n'est pas rempli, du coup, c'est pas très joli, mais voilà. Attends, pour 50 €, il y a un sac. Ouais. Et j'avais compté 4 € de bijoux, parce que nos bijoux sont pas très chers. Des petits accessoires. Mais trop bien. Donc on a 5 à 6 pièces pour 50 € en soi. Versus 150 à 200 € dans une grande boutique bien connue. Et avec des matières plutôt cool. Enfin là, j'ai du coton, du mohair et du cuir. En soi, c'est plutôt sympa à porter. Le mohair, ça me rappelle les pubs des années 80. Ouais. Bon, puis le conducteur de l'émission ce soir. C'est ça, le fameux mohair du dimanche soir. Bon, écoute, merci en tout cas pour cette tenue. Céline Dion live, le t-shirt, c'est pour Marie, c'est bon, ça, ouais, ça c'est géré. On redonne l'adresse peut-être? Oui, alors du coup, c'est rue Saint-Laurent, le 38. Voilà, sur les quais. Angelo. Et c'est Angelo Friperie. Et très vite, Angelo, parce que Angèle et Laurie, ma collègue, du coup, Angelo, très simple. On salue Laurie, qui nous regarde ce soir. Coucou à Laurie. Parce que c'est quand même grâce à elle que je suis là aussi. Donc, oui, voilà, il y a un binôme. Il y a Laurie qui est plus sur la partie entrepreneuriat business, on va dire chiffre, compta. Et toi dans le vêtement qu'on retrouve dès demain dans la boutique. Oui, c'est ça. Super, on est ravis. Si je prends pas tout.
Oui, mais tu peux passer demain. Voilà, la boutique ouvre à quelle heure, je dis 13h 13h. Eh ben voilà, demain 13h, tu peux aller faire un tour. Bon, autre sujet, mais je pense qu'il nous concerne tous pour terminer cette émission. Je vais d'abord poser la question à Angèle, ensuite à Marie. Douée en bricolage? Merci. Marie, douée en bricolage? Non. Bon, bah ça fait 3 bras cassés alors pour accueillir un des représentants du Repair Café. On est des cas désespérés. Non, bien sûr que non. Pierre, on peut toujours apprendre. On est mort. Mais si vous êtes là, c'est mieux quand même. Il faut venir au Repair Café, parce qu'au Repair Café, l'idée, c'est de réparer ce qui est cassé. Alors, ce qui est économiquement non réparable. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se mettre en concurrence avec des professionnels, bien sûr. Mais voilà, un grille-pain, si on va le porter à réparer, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher qu'un grille-pain neuf. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être là-dessus. Et puis après, on apprend. On travaille avec le réparateur bénévole du Repair Café. On va démonter ensemble, on va expliquer, on va regarder ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Pourquoi ça l'est? Et puis petit à petit, on va apprendre. Les Repair Café, ils ont fleuri il y a une dizaine d'années. Ouais, il y en a ça. beaucoup déjà dans l'agglomération grenobloise. On peut peut-être regarder quelques images d'un on Repair va Café voir pour voir comment ça à quoi ça fonctionne. ressemble. Donc ça, c'est chez vous. Ça fonctionne comme ça, un Repair Café. C'est typiquement des fers à souder à réparer, des caisses Alors, en les plastique. fer à souder, c'est pour réparer. Ah oui, non, C'est excuse-moi. vraiment nul. Quoique. Non, mais quoique. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. alors. Je suis mauvais, mais quand même pas à ce point-là, dis donc. De l'outillage, de l'électroménager. Tiens, moi qui suis mauvais, tu t'y connaissais en bricolage? Faut pas dire ça. Enfin, il n'a pas appris. Oui. On m'a pas appris. C'est toujours la faute des autres de toute façon. On m'a pas appris. Le bricolage initialement appris au Repair Café ou c'était déjà acquis? C'est plus un hobby, des choses que je faisais à un niveau moindre qu'au Repair Café, parce qu'on a beaucoup d'électronique, de soudure, de choses comme ça, ce que je connaissais pas trop. Et du coup, j'ai appris petit à petit. Je me forme aussi. L'idée, c'est vraiment que ce soit dans le partage et en solidarité. C'est-à-dire qu'on se donne des coups de main, on en discute ensemble pour essayer de trouver les solutions. C'est pas exclu que des fois, on fasse à plusieurs pour trouver la solution pour réparer. Comment ça se passe? On vient directement avec notre cafetière cassée ou notre grille-pain? Il y a une adhésion avant? Appuie pas sur la cafetière café. Non, l'entrée est libre. Alors, à la tronche, vous venez à l'espace Doyingos, qui est rue du même nom. Et alors, nous, c'est une fois par mois, le lundi soir, les deuxièmes lundis de chaque mois. Voilà, vous partez là-dessus. C'est de 18h à 21h30, 22h. L'intérêt, c'est que en le faisant de manière décalée, on a des gens parmi les bénévoles qui travaillent et d'autres qui sont en retraite, comme moi. Et puis pareil pour les usagers qui viennent, on a des gens qui travaillent et qui, après leur travail, peuvent venir réparer. Effectivement, pour répondre à votre question, on vient avec son appareil abîmé. Il ne faut pas oublier que nous, on a aussi 3 collègues là, qui font de la couture. Et donc, on peut faire toutes sortes de réparations sur du textile, sur des sacs. Mais celui-là était en très bon état. Mais on peut réparer ça. Mais c'est toujours avec de l'idée d'apprendre. C'est vraiment, s'il y a quelque chose de répétitif sur par exemple, la couture, la personne va le faire, le bénévole va le faire une fois. Après, il va montrer à la personne qui vient comment bien comprendre comment ça marche. Et si c'est répétitif, la personne repartira et finira chez elle. Moi, je propose quelque chose. C'est qu'on se redonne une invitation. Oui. Qu'Angèle vienne avec des pièces qui auraient un petit peu souffert et qu'avec une de vos camarades de jeu qui est sur le plateau, on est tente de donner quelques petits tips de réparation pour éviter effectivement de balancer des vêtements qui pourraient être... Ah, il y a besoin. Bon, très bien. Tout se répare au Repair Café où il arrive un moment... On a des difficultés et on est en capacité d'accompagner avec d'autres professionnels. Il y a un circuit qui se met en place comme ça. Si le repair de la tronche est en difficulté, on communique avec les autres? Alors voilà, vous êtes bien informé. Tout se répare, non. Enfin, tout, par le principe, se répare. Mais au bout du compte, statistiquement, depuis 3 ans, on s'aperçoit qu'on répare à peu près 2 tiers, 75% des appareils qui nous sont apportés, y compris avec les collègues qui s'occupent de la couture. Et puis, des fois, on est un peu en défaut, effectivement, parce qu'on a des Repair Café qui sont encore plus expérimentés que nous, plus nombreux, plus de moyens. Et donc là, à ce moment-là, on invite les gens qui viennent nous voir à rejoindre ces repairs-là. Par exemple, à Montbonneau, et répare les écrans de télévision. Il faut de la place, puis une expérience qu'on nous n'avons pas. Voilà, ils vont là-bas et ça se fait là-bas. Ouais. Et inversement, il y a des gens qui nous sont envoyés. On peut rappeler aussi que si on décide d'acheter du neuf pour une grosse pièce, les magasins d'électroménager ont l'obligation de récupérer
les objets cassés, endommagés. Voilà, on n'est pas obligé de le laisser d'aller attendre de pouvoir aller un jour à la déchetterie. Voilà, ils doivent pouvoir récupérer ça. Et puis il y a aussi le pôle R de la métro. Le pôle R de la métro qui est avenue des Jeux Olympiques. Vous pouvez déposer vos objets, même en bon état. Vous pouvez aussi en acheter d'occasion et ils les rétapent. Sous garantie aussi d'ailleurs. là-bas. Voilà. Ça s'appelle le Repair Café, c'est à la Tronche. L'adresse exacte? Espace Doyen Gauss. Espace Doyen Gauss. Et toute l'équipe vous attend le deuxième lundi. Chaque mois, sauf pendant les 2 mois d'été. Oui, là, on est parti. Et là, c'est bon. On prend un peu de vacances et puis quand la piscine a crevé à la fin de la saison, vous allez les voir et vous répareront la piscine gonflable qui va avec. Ils trouveront des solutions quoi qu'il arrive. Avec affaire à souder, c'est possible. On peut trouver un petit bout de rustine et la piscine gonflable est réparée. Merci à vous d'être venus nous voir, nous rendre visite ce soir. Vous êtes les bienvenus. Ce plateau est à vous chaque soir, le plus en direct sur Télé Grenoble. Nous on revient demain. Ouais, moi je serai là. Eh ben on sera là alors. Demain, émission à retrouver en replay sur télégrenoble.net et on vous souhaite évidemment très bonne soirée. Yeah, baby, I got dreams, want the world